Donc là, je m'avancerai pas dans une explication, j'aurais peur de dire une bêtise, mais... Comme cet avion, oui, on en parle immédiatement. Bah oui, l'avion de la Malaysian Airlines. Malaysia. Mais ça, c'est extraordinaire aussi. L'avion, il continue. Alors, on a toutes les preuves qu'il a continué à voler, qu'il se bat, machin, etc. Mais on ne sait plus où il Je sais est. pas où il va. Un avion, ça peut Non, mais disparaître. en fait, le triangle des Bermudes s'est déplacé. Il est plus aux Bermudes, il est parti par là-bas. Il est parti de l'autre côté. En fait. Ils sont quand même énormes, quoi. Parce que cette histoire d'avion, un avion ne disparaît pas comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Techniquement, je veux dire, là, c'est pas possible. Ou alors, soit il s'écrase et à ce moment-là, on retrouve une trace, mais Boîte noire. voilà, mais on disparaît pas comme ça, comme par enchantement, quoi. Surtout qu'il a continué à voler. Alors ça, c'est énorme. Il a continué à voler 5 heures aussi. Plusieurs heures. Ouais, c'est énorme, quand même. Alors que ça, miracle de la technologie. Miracle de la technologie, ouais, on aura le fin mot peut-être un jour de cette affaire. En tout cas, on n'a pas trop d'infos. Ah, alors oui, la reine d'Angleterre se dit descendre du roi David du Royaume-Uni. C'est l'Union Jack des Jacob coupés en 12 parties représentant les 12 tribus d'Israël. Alors j'ai souvent entendu ça. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Ça c'est pareil, je m'avancerai pas dans une explication n'ayant pas de preuve mais fait tout. C'est pas inintéressant de toute façon. Ouais. Mais moi aussi, c'est vrai que j'ai souvent entendu ça. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par contre, la famille royale... elle est très mystique. Oui, déjà, et puis bon... On peut dire que la banque Rothschild a mis la main mise dessus depuis très longtemps. Quoi. Alors en plus, autre fait, moi que j'ai découvert sur la famille royale, que je trouve assez extraordinaire, je ne savais pas que tous les hommes étaient circoncis dans la tradition juive par un rabbin. Oui. C'est mystique quand même pour une famille royale britannique, je sais pas. Puis, sachant que la reine d'Angleterre est la chef de l'église anglicane. Surprenant. Mystère. C'est étonnant. C'est des étrangetés, ça, là, les Britanniques, certainement des étrangetés. Voilà. Oui, on me dit avec un satellite, ils peuvent détecter une pièce par terre et on n'a toujours pas trouvé l'avion. Ça, c'est vrai que on se demande. Ah bah oui, on se demande. En régie, ils sont pliés de regarder. Non, parce que c'est vrai que cette affaire, ça ressemble à un gros gag quand même. Et puis les téléphones qui sonnaient, les portables. Enfin, il y a eu. Ça ressemble. Oui, alors ça, apparemment. J'ai un ami qui s'y connaît très bien dans le domaine de l'aérien, il m'a dit en fait ça voulait rien dire parce que on peut toujours avoir une tonalité visiblement pour un appareil téléphonique, pour un téléphone mobile, même si celui-ci ne fonctionne plus. Et en fait, on va dire que la tonalité est comme une boîte vocale finalement. D'accord. Mais l'objet a déjà été détruit, il a disparu. Mais pratiquement plus l'opérateur finalement qui permet d'avoir une réponse, une tonalité. Mais il y a aussi le texto, l'affaire du texto, qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un texto. Voilà, et le SMS disait nous sommes escortés par des avions militaires, tout va bien, quelque chose comme ça. Et c'était juste après que l'avion qu'on ait perdu le contact avec l'avion. Bizarre, en tout cas cette histoire. C'est une journaliste aussi qui avait balancé l'affaire, c'est une journaliste de la Fox il me semble, qui avait balancé en disant les gouvernements mentent, en tout cas. D'accord. On nous l'a dit clairement. Alors, oui, voilà, James Smith qui nous dit, cette affaire des ingénieurs qui travaillaient dans ces avions. Oui, les ingénieurs dans les avions. Une compagnie, et puis qui travaillent sur les armes électroniques, donc c'est très, 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 très bizarre, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore, parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, on me parle de Guillaume d'Orange débarque dans les valises d'affinerie, après la révolution de Cromwell. De Cromwell, ouais. C'est que Cromwell qui fait venir les financiers de Hollande, finalement, en Grande-Bretagne. Ça paraît établi maintenant, c'est la City. Oui, c'est la City. Voilà. Donc ces changements... D'ailleurs, la City qui était opposée à des sanctions contre la Russie. Parce qu'il y a beaucoup d'oligarques, en fait, qui ont des intérêts à la City. C'était le fameux document qu'on voyait, c'était un homme politique britannique qui arrive au 10 Downing Street, avec un document confidentiel, mais un journaliste a fait un plan serré, a fait un zoom, et on voyait écrit noir sur blanc, pas de sanctions économiques contre les oligarques de la City, puisque la City en a besoin. Alors, on me dit, aussi, on me demande si tu as reçu des menaces ou des intimidations déjà. Non. Non, alors lui portez pas l'œil. Ça va peut-être pas tarder. Voilà. Ou alors si, je m'en suis peut-être pas rendu. Enfin, j'ai eu 2-3 hésitations des fois. Rien de. Bon, comme les auditeurs le savent peut-être, je suis intervenant régulier sur Méridien Zéro et nos locaux ont été incendiés.
visiblement l'incendie serait criminel. Ouais. Ah. Enfin, tout porte à le croire en tout cas, les experts assureurs. On a évidemment certains soupçons, certains doutes. Rien. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, les soupçons, c'est toujours le problème, ce ne sont que des soupçons. Ouais. Donc voilà. Ouais, ben, en tout cas, oui, c'est ce que tu fais dérange un peu quand même, quoi. Des analyses comme ça. Voilà. Alors oui, il y en a qui me disent qu'on leur a expliqué que l'avion a fait demi-tour, a continué son vol en vue d'un amérissage. Il peut disparaître des radars qui ciblent les zones au-dessus d'une certaine altitude. Oui, c'est ce qu'on a donné comme explication. Beaucoup ont expliqué que l'avion volait à très très basse altitude. Et d'où c'était le cohérent que les portables puissent sonner parce que je crois que c'est des gens qui sont pleins aux Maldives, dans les îles des Maldives, et qui ont vu passer un avion très bas et qui sont pleins du bruit évidemment, parce que c'est un avion de ligne très très bas. Finalement, ils n'avaient pas l'habitude d'en voir. Oui. Oui, voilà, il y en a qui disent, oui, la fameuse base de Diego Garcia dans l'océan Indien, il y en a plein qui disent que l'avion se serait posé là-bas. Effectivement, c'est une grande rumeur. Oui, j'avais lu celle-là. Ouais. Ouais, j'avais vu ça. Ouais. Et la fameuse histoire aussi de Rothschild et les brevets. On me dit d'ailleurs qu'il y avait un brevet RFID aussi, dont il serait le seul bénéficiaire via la société Blackstone. Alors ça aussi, c'est une information qui a énormément tourné. Alors si ça intéresse vos internautes, ce genre de choses, enfin, je pense que la plupart sont déjà au courant, mais... Il y a quand même quelque chose à regarder de très près, c'est l'Arche de Noé végétale. D'accord. L'Arche de Noé végétale. Je vous en dis pas plus, tapez Arche de Noé végétale. D'accord. Et vous trouverez même des articles de la presse dominante dessus. D'accord. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une petite découverte, vous allez voir, c'est assez terrifiant, mais Arche de Noé végétale. D'accord, bah écoute, on ira voir nous aussi, moi non plus, ça me dit quelque chose, mais je connais pas bien. Alors on me demande aussi comment tu travailles, toi, sur quel site, est-ce que tu lis la presse étrangère? Ouais, je lis la presse anglophone notamment, je me débrouille un peu en italien, donc j'essaie d'aller sur les sites italiens de temps en temps. Ouais. Un petit peu la presse latino-américaine, puisque je baragouine un peu l'espagnol, voilà. Puis beaucoup la presse anglophone, évidemment. Quoi. Ouais. Enfin, alternative, évidemment. D'accord, ouais. Voilà, le frigo des graines dans le pôle Nord, on me dit. Oui, c'est ce qu'ils ont mis en Norvège qui revient. Ouais, d'accord, je connais, mais je sais pas ce que je me disais. C'est Svalbard. Voilà, c'est ça. Je me disais bien que je connaissais, oui, en Norvège, à Svalbard. Et on me demande, qu'est-ce que tu penses des idées d'Étienne Chouard? Bon, un peu plus hors sujet, mais c'est un peu plus politique. Oh oui, je l'écoute avec intérêt. Très sincèrement, je le regarde pas très souvent. Ouais. J'ai vu qu'il avait été attaqué et vilipendé par des gens ah oui. qui me sont extrêmement déplaisants, donc je dirais quasiment par réflexe, il m'est sympathique. Voilà. Ouais. Immédiatement. Oui. Il m'est sympathique. Oui, attaqué très injustement Étienne Chouard d'ailleurs. Parce que de toute façon, c'est toujours des attaques sous la ceinture. Oui, ces gens-là n'attaquent. De toute façon, il n'y a même pas besoin de s'appeler Étienne Chouard. Regardez ce qui est arrivé à Henri Guénaud ces jours-ci, pour avoir dit qu'il ne voterait pas pour Alain Lamassoure, tête de liste UMP, parce que voilà, il le juge trop européiste. Et quand même, bon, Guénaud doit être encore un patriote, on va dire, en souffrance, un souverainiste un peu honnête. Il doit rester quand même quelque chose de gaulliste en lui. Voilà, Juppé et Copé demandent sa tête sur un plateau d'argent et demandent qu'il en tire les conséquences et qu'il s'en aille de l'UMP, quoi. Voilà. Caporalisme, quoi, on va voir sa tête. Donc même, c'est vraiment il n'y a même pas besoin de s'appeler Étienne Chouard, même Henri Guénaud, vous voyez, ça, aujourd'hui... C'est la dictature de la pensée absolue, quoi. On ne peut plus être un petit poil différent. Pourtant, Guénaud peut pas parler de rebelle quand même. Enfin, c'est plutôt un homme du système, mais il n'y a pas le droit d'avoir une petite position un petit peu différente quand même. Et voilà, c'est ça son problème, c'est que c'est un intellectuel et un lettré. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il est les yeux de chimène pour un homme comme Sarkozy, qui est quand même le liquidateur du gaullisme, quoi. Ouais. Je pense que lui doit être assez sincère, en tout cas sur une bonne part de ses engagements, il doit être assez sincère, pas sur tous. Il y a une part d'irrationnel, peut-être d'opportunisme, etc. Mais il doit y avoir encore quelque chose de sincère en lui. Et on lui a fait payer tout de suite, là, ces jours-ci. Alors là, on me demande, ouais, c'est vrai, c'est une question, qu'est-ce qui se passe en Italie en ce moment? Parce que toi aussi, tu m'as dit qu'il y avait des trucs en Italie. Alors Renzi, je sais pas si tu as regardé un petit peu, il a promis... Alors c'est étrange, parce que c'est un mélange en fait de politique de relance,
de continuité des réformes structurelles, donc traduire suite des privatisations imposées par la commission de la démolition sociale, mais je crois qu'il a annoncé alors 10 milliards d'allégements fiscaux pour les ménages. Ah ouais, ce qui est pas mal. Je crois qu'il a annoncé alors je crois que c'est 5 milliards d'investissements pour des investissements publics, des chantiers, des rénovations, y compris pour les écoles, je crois. Ouais. Et en fait, bon, ils ont vu que je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont été au bout de l'austérité, d'une certaine austérité, et au bout d'un processus de démolition sociale, donc ils sont obligés de revenir un peu en arrière. Disons que le tissu économique italien, qui est quand même très largement composé de PME et de TPE, bien plus qu'en France, hein, je crois qu'ils ont 6 millions d'entreprises en Italie, et ils ont beaucoup moins par rapport à nous, on va dire, de grosses sociétés qui ont une dimension internationale, mais ils ont un tissu de PME et de TPE bien plus important. Et en fait, c'est ce secteur-là qui a été le plus touché, quoi. Et donc évidemment, c'est quand même le secteur qui fait tourner l'Italie. Donc s'ils veulent des rentrées fiscales, et puis tout simplement, il y a une chose qui est tout simplement opportuniste de leur part, c'est qu'ils se rendent compte. Hier, il a déclaré l'Union européenne ne doit pas sauver que les banquiers, elle doit aussi sauver la classe moyenne pour éviter la tentation populiste. Donc ça veut dire qu'ils sentent clairement le boulet du vote eurosceptique et eurocritique le 25 mai, donc ils sont en train de lâcher du lest. Ouais. Justement, rentrons dans ce sujet des élections européennes un peu, parce que là c'est d'actualité. Nous d'ailleurs, on va essayer d'organiser un débat ce samedi en réunissant un peu toutes les parties en présence. Et justement, là, c'est quoi le positionnement? Parce qu'ils sont tous un peu mal. L'euroscepticisme est à son comble, si j'ose dire un peu. Alors là, la France n'échappe pas au phénomène, si on est même pour une fois qu'on n'a pas en poisse, si j'ose dire. En France, je pense que le Front de gauche, le Front national et peut-être Dupont-Aignan même vont faire des résultats conséquents. Mais c'est un phénomène européen, quoi. Farage, alors lui carrément, près de 30% des voix. On serait même devant le Labour. Apparemment, il pourrait devenir la première force britannique et européenne. Là, c'est quand même un coup de tonnerre. Syriza en Grèce, qui est le parti de gauche, qui est l'équivalent du Front de gauche ici, bien plus sérieux. Avec Tsipras apparemment est en tête des sondages et pourrait faire un score très important. Aube dorée également, malgré les déboires judiciaires qu'ils ont, les arrestations, etc. Donc c'est quand même. Et il y a aussi un point qui est très important dont on parle moins, c'est Alternative pour l'Allemagne. Ah oui. Alternative pour Deutschland. Alors je ne suis pas germanophone, mais je crois qu'on dit comme ça. Apparemment, qui devrait faire son entrée au Parlement européen pour sa première participation, ce qui est quand même très conséquent. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de réceptifs, il manquerait plus qu'il y ait un élu UPR, et là, ils auraient la totale. Certaines projections, ils envisageaient jusqu'à plus d'une centaine de députés quand même sur les 700, ce qui est quand même très conséquent. Alors il y aurait un groupe donc autour de Marine Le Pen, Wilders, du PVV, le Blas de Belong, etc. On aurait un groupe donc Dupont-Aignan, Farage, je crois les vrais Finlandais aussi, une partie qui s'appelle les vrais Finlandais, je crois. D'accord. Qui serait avec Farage visiblement. Et de l'autre côté, on aurait ceux que le Front National juge trop sulfureux, Aube dorée et Jobbik. Aube dorée, oui. Et Jobbik. Le Front National, ils ont passé un accord avec Svoboda aussi, mais bon, ils sont un peu. Ouais, mais alors, comme Svoboda, de toute façon, l'Ukraine n'est pas. L'Ukraine n'est pas dans l'UE, bon, c'est sûr. Ouais. Ça sera pas. Mais il y aura donc, on risque de voir arriver. On peut voir peut-être une centaine de députés eurosceptiques, eurocritiques, voire europhobes, tout simplement. Oui, parce que Nigel Farage, ne nous mentons pas, lui, il appelle à la sortie. Il est pas, il fait pas, il tergiverse pas. Je vais renégocier les traités. Lui, il parle de l'article 50, on sort, point barre. Il fait pas de. Et j'ai vu que d'ailleurs la plupart des candidats du FN commencent à le dire clairement maintenant. Alors ils parlent plus de référendum comme ils le faisaient avant. Ils parlent clairement maintenant de sortie de l'Union européenne. Il y a des coups de boutoir de l'UPR, je crois, qui ont eu un effet sur le FN quand même. Il faut quand même l'admettre. Messieurs du FN, commencez pas à vous envoyer sur le chat parce qu'on en a plein qui nous regardent. Ne vous emballez pas, ne repartez pas dans le débat, mais voilà. Apparemment, là, les dernières sorties que j'ai vues d'un certain nombre de dirigeants du FN pousseraient à penser que qu'ils envisageraient désormais une sortie de l'UE sans passer par la case référendum. En cas de prise de pouvoir. Bon, très hypothétique, mais...
Ce serait franchement une bonne nouvelle. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment le coup de boutoir de l'UPR sur le FN qui a fait qu'ils les ont forcés à bouger sur cette question en démontrant, vous n'en parlez pas. Et finalement, j'ai l'impression que c'est la base militante qui a dû faire une pression sur l'appareil politique. Et ils sont sortis. Voilà, parlez-en, et ils sont sortis de leur gond. On a même vu, Marine Le Pen, un peu, il s'est fait cramer la main dans le sac en volant un dossier de l'UPR dans des paroles et des actes. Elle avait sorti un dossier sur l'Europe, qui est un dossier qui est très connu évidemment à l'intérieur de l'UPR, parce que ça fait longtemps qu'il existe ce dossier, où effectivement Asselineau il avait repris les différentes affiches de l'Europe, du PS, de tous les partis depuis 79, et il montrait qu'ils avaient tous le même slogan, que c'était leur premier slogan en 79, c'était changer l'Europe. Donc ça fait 30 ans qu'ils nous expliquent changer l'Europe, etc. Et il avait fait donc un gros dossier, voilà, le mythe de l'autre Europe. Et à la fin, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle présente le dossier, mais elle a enlevé la partie Front National. Je sais pas si tu as remarqué, mais le mythe de l'autre Europe, on l'entend encore. Changer l'Europe, on l'entend encore. Mais on n'entend plus comme on entendait à une époque. Si l'Europe fonctionne mal, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Plus d'Europe. Il faut plus d'Europe. Alors ça, on l'entend plus. Donc maintenant, ils se contentent de dire il faut changer l'Europe. Bon, c'est une logorée. Voilà, on est... Ouais, c'est exactement ça, parce qu'avant c'était effectivement ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Encore plus d'Europe. Ça fonctionnait vraiment plus. Donc ils disent on va conserver le logiciel, changer l'Europe, ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai regardé un peu par curiosité les sorties de Pervenche Berès, qui est tête de liste PS en Ile-de-France, je crois. Les gens de l'UMP. Ils disent tous, c'est vrai que l'Europe fonctionne mal, l'UE fonctionne, mais on va la faire changer. Alors, le PS dit, si vous voulez que ça change, sortez les conservateurs et les libéraux, et mettez Martin Schulz à la tête de la Commission européenne en votant pour nous au Parlement européen. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a seuls nous, conservateurs et libéraux, pouvons poursuivre cette œuvre en allant dans une meilleure direction. Et j'entendais ce matin Verhofstadt, qui est candidat libéral, lui, centriste et libéral, donc l'équivalent de notre UDI et Modem. Notre UDI, donc il lui disait oui, c'est très bien le traité transatlantique. Je veux des garde-fous. Bon, évidemment, on avait les petites précautions oratoires d'usage. Je fais des garde-fous pour le modèle social, environnemental, etc. Mais il a dit non, le traité transatlantique, c'est très bien. On va gagner des points de croissance. Il faut aller dans ce sens. De toute façon, ils sont tous favorables au traité transatlantique. Tous. En France, comme je disais, quels sont les gens qui y sont opposés ? Le Front de gauche, le Front national et Europe Écologie Les Verts. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Ce sont les 3 seules formations qui sont contre. Toutes les autres sont pour. Elles sont favorables au traité transatlantique. Ouais, encore une fois, l'alliance UMPS. Comme toujours. On veut nous dire vous êtes des fachos à dire c'est la même chose, mais moi, ils sont bien d'accord sur ces choses. Je trouve que l'expression de Jean-Claude Michéa est encore plus parlante, l'alternance unique. Ah, j'adore. L'alternance unique. C'est encore plus parlant. Disons que le jeu de mots est amusant, ça fait sourire. Je pense qu'on va pas au bout des choses. Il y a mon ami le lieutenant Sturm sur Méridien Zéro, lui qui parlait de Mafia System. Ouais. C'est bien vu aussi, Mafia System. Mafia System, ouais. Ah oui, on me demande, tiens, tu penses quoi justement du rôle de Pascal Lamy ? Pascal Lamy, Monsieur OMC. C'est Monsieur OMC, c'est lui qui nous négocie... Un socialiste de l'Orient. Un capitaliste socialiste, comment on appelle ça ? Parce que ça aussi, c'est des étrangetés de notre temps. C'est l'école socialiste de l'Orienne, quoi. Voilà, les papes du capitalisme sont issus de la mouvance socialiste. Cette deuxième gauche insupportable, qui a tout renié... je me souviens, c'était l'économiste Maurice Allais qui disait il faut délocaliser Pascal Lamy. Délocalisons Pascal Lamy, quoi. J'avais très peur qu'on se retrouve avec Pascal Lamy comme Premier ministre. Qu'on nous fasse un coup Mario Monti en Italie. Je sais pas si vous avez vu, en fait, c'est quasiment un coup d'État chasse l'autre en Italie ces derniers temps. Donc on a eu Monti, en fait, quand il a renversé Berlusconi, c'est clairement un coup d'État qui s'est passé. C'est un coup des marchés, pour être exact. C'est pas un coup d'État, c'est un coup des marchés. On a mis M. Goldman Sachs dans la place de Berlusconi parce que, étrangement, à quel moment Berlusconi se trouve renversé ? Au moment où il commence à critiquer la politique austéritaire de l'Allemagne. Il fait paraître la lettre de Trichet. La politique de l'Allemagne vis-à-vis des pays du Sud.
il commence à... lui, ça fait des années qu'il le faisait. Il critique l'euro, trop élevé pour les pays du Sud, qui oblige à faire des dévaluations internes, parce que le pacte de responsabilité, on peut aussi voir ça comme une dévaluation interne. C'est aussi ça. Et qui oblige des pays à faire de la déflation salariale, pour maintenir une compétitivité. Et surtout, il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est que depuis les retraites politiques de Chirac et Schröder, Berlusconi était le principal partenaire et le meilleur ami en Europe de l'Ouest de Poutine. Ça fait 3 éléments. La politique d'austérité de l'Allemagne qui était critiquée, de grosses réserves vis-à-vis de l'euro, et un partenariat, une amitié réelle avec Poutine. Donc il est remplacé par Monti, qui lui-même est remplacé par l'État, et là récemment c'est Renzi, qui est issu je crois du même parti que l'État, un parti démocrate, et qui pourtant, Renzi lui-même avait perdu les primaires du Parti démocrate face à Pierluigi Bersani, et il se retrouve finalement comme Valls, qui lui-même avait fini bon dernier des primaires socialistes en France, Premier ministre, et l'autre président du Conseil italien. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne, voilà. On dit l'axe Paris-Rome-Moscou, c'est l'avenir. Paris-Rome-Moscou, oui. Enfin, Paris-Berlin-Moscou même. Paris-Berlin-Moscou, on parle beaucoup. Disons pas avec ces gens-là, quoi. Oui, pas avec Hollande et Merkel. Comme je disais, à la limite, peut-être que l'Allemagne a encore une chance du fait du poids de la grande bourgeoisie industrielle allemande. Oui. Et on a quand même des gens un peu plus pragmatiques et un peu plus dans la réelle politique en Allemagne, notamment, là je vous disais, Steinmeier et Herrler, qui sont à la tête de la diplomatie allemande depuis peu, qui ont remplacé Westerwelle, qui lui était un atlantiste forcené. Mais c'est une tradition allemande quand même, comme je disais tout à l'heure, ce regard vers l'Est, depuis la hausse politique, etc. On a quand même vu Genscher, qui était l'homme qui avait organisé le rapprochement entre Helmut Kohl et Gorbatchev, intervenir pour la libération de Khodorkovsky il n'y a pas très longtemps. Donc il a fait l'intermédiaire entre Berlin et Moscou pour la libération de Khodorkovsky, qui devait être présenté comme un geste vis-à-vis des Occidentaux, un geste de bonne volonté de la part de la Russie vis-à-vis des Occidentaux. Donc je pense que si, à la limite, il se passe quelque chose, ça viendra uniquement des Allemands. Et pour ça, il faudrait que la grande bourgeoisie allemande soit prête à couper le cordon avec les États-Unis si elle sent que ses intérêts économiques sont en péril à cause des États-Unis. Enfin, la fenêtre de tir est étroite, mais elle existe. D'accord. Parce que l'Allemagne, on a vu Schröder monter au créneau aussi pour ce qui se passe en Ukraine et défendre... il travaille pour Gazprom, lui, en plus. Donc, d'accord. Ça explique aussi cela, mais son constat était très juste. Oui, bien sûr. Il était frappé au coin du bon sens. Bien sûr. Il n'y avait rien de scandaleux, mais effectivement, il a des liens étroits avec Vladimir Poutine. Mais je pense que ce qui s'est passé en Italie parce que finalement, Berlusconi a des démêlés judiciaires, il en a toujours eu. Oui. Pourquoi spécifiquement maintenant il commence à avoir des sérieux ennuis? Pourquoi depuis un an ou deux? Précisément au moment où il a commencé un certain nombre d'attaques en règle sur un certain nombre de questions. Moi j'ai l'impression en plus je sais pas si tu partages ce sentiment, mais qu'il voulait pas se soumettre, on a l'impression, parce qu'on était dans l'époque, les plans sont là, vous devez faire ça, c'est ça, et on a senti que c'est un milliardaire, c'est l'homme le plus riche de la péninsule, c'est un homme qui a dû jamais obéir à qui que ce soit quasiment. Donc, je pense que ça devait parce que moi je me souviens d'une conférence de presse Mercosi, comme on les appelait, le couple. Maintenant on a Mercolande, voilà. Et il parle à un moment donné de Berlusconi, et puis, je veux dire, j'ai envie de dire, il trinque sur sa tête, puisque au moment où on évoque le cas de l'Italie, il se jette un énorme regard complice avec du genre, lui, on peut rien faire avec lui. Voilà, on pourra rien faire. Et puis, il a été débarqué il n'y a pas longtemps après cette conférence. Donc ça, En fait, il y a quelque chose d'insupportable chez Berlusconi. Son néolibéralisme m'a tué. C'est quand même il rappelle ses années fric, ses années 80, tapis Berlusconi. Mais finalement, il paraît tellement plus sympathique que tous ces technocrates qui ont suivi, malfaisants après, comme Monti, comme Draghi à la BCE. Sans parler, comment il s'appelait
Celui qui a Papandréou, c'est la même chose. Ah bah il s'est fait débarquer avec le référendum. Quand il a voulu proposer un référendum. Et il a été remplacé par Papademos, qui était un homme de Goldman Sachs. Voilà, donc la boucle est bouclée, quoi. D'ailleurs, l'Europe qui adore la démocratie, dès qu'il a parlé de référendum, on a vu quand même des réactions. Débarquer. Allez. Ils sont tous venus pour dire c'est une honte. C'est populiste, c'est démagogue. Alors en fait, c'est ça qui est incroyable. En fait, aujourd'hui, demander l'avis du peuple, c'est populiste et démagogue. D'ailleurs, en fait, populiste est un joli mot, d'ailleurs. Oui, populiste. Parce que populiste, qu'est-ce que c'est que le populiste? C'est quand le peuple estime que les élites ont failli et qu'elles souhaitent les renverser ou les remplacer. C'est ça le populisme. Bon, ça, en fait, c'est la démocratie, tout simplement. En plus, qu'on va chercher la définition. D'ailleurs, en fait, c'est les renverser ou les remplacer, mais de façon légale. C'est-à-dire par la voie du suffrage universel, du vote. On me demande si tu connais d'ailleurs Sassoon qui gravite autour de BP Grillo. Sassoon. S-A-2-S-2-O-N. Absolument pas. Non. Alors je connais Grillo et Casaleggio. Casaleggio qui est un peu étrange d'ailleurs, qui est un peu inquiétant. Un peu mondialiste sur les bords, j'ai l'impression. Comme je vous parlais, j'étais à Naples donc il y a quelques semaines et j'ai été parler avec les Grillini, comme on les appelle là-bas. Les Grillini, je crois. Grillini, voilà. Les Grillini, voilà, c'est le Movimento Cinque Stelle, mouvement 5 étoiles. D'accord. Et bon voilà, des gens comme nous, on est pratiquement totalement sur leur ligne, quoi. Et il est possible qu'il fasse encore, malgré tout, alors même s'il y a eu quelques soucis, parce que Grillo apparemment a une personnalité assez autoritaire, il est possible qu'il fasse un gros score quand même, pour les Européennes. Parce que justement, notamment la sortie de l'euro, un refus des politiques austéritaires, etc., fait partie du programme de Grillo. D'accord. Ah, il s'attaque quand même à l'euro. Et les libertés numériques, je crois aussi. Voilà, il y a Raph, il dit que Pierre Hillard est dur avec Pierre Grillo, avec BP Grillo. Oui, Pierre est dur surtout avec Casaleggio, je crois. Ouais. Il est dur aussi avec Poutine, normalement. Oui. Parce que ça, on me le fait remarquer à chaque fois. Il est très dur avec Poutine. Hillard, il y croit pas trop à Poutine. Ah oui, mais pour Pierre, c'est une ruse dialectique. Oui. On avait beaucoup parlé ici. Qu'il ait raison, peut-être, il a un coup d'avance. Vu qu'il a déjà eu des coups d'avance, on peut lui... Le traité transatlantique, Pierre, ça fait 10 ans qu'il nous annonce. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça que je dis, ça, j'écoute. Je l'écoute toujours avec beaucoup d'attention, très attentivement. Il se trouve qu'à l'heure à laquelle nous parlons, Poutine est plutôt en phase avec des gens comme nous. Oui, tout à fait. Et lui dit, méfiez-vous de ce qu'il y a derrière. C'est vrai que Pierre Hillard, on a tendance à l'écouter sur ces trucs-là. Il a déjà eu des coups d'avance. Quand tu dis attentivement. On me demande si tu connais Sandy Hook aussi. Ah, c'est la tragédie, ça, c'est la tuerie de Sandy Hook. Non, je suppose que c'est ça. Quelques commentaires sur Sandy Hook. Ça va faire très étrange. Voilà. Les différentes tueries qu'il y a eu ces derniers mois aux États-Unis, c'était clairement une volonté de remettre en cause le second amendement aux États-Unis. Ouais, c'est plein de false flags à répétition. C'est quoi ce truc? Il y a eu Sandy Hook, il y a eu... Et puis alors toujours avec des prétendus lone wolfmen. Et puis alors on a vu une fronde, notamment d'Hollywood, qui était toujours là à la pointe. Winnie the Plan, le fameux Winnie the Plan. Et en fait, il y a un excellent, d'ailleurs, debunking, un excellent démontage qui a été fait de cette campagne, où on voit que tous ces gens qui appellent en fait à retirer les armes aux Américains sont des mecs qui flinguent à tout va dans tous leurs films. À commencer par le champion d'entre tous, Jamie Foxx. Oui. Quand même le champion. Mais je crois vraiment que c'était une volonté. Est-ce que c'était du mind control? Est-ce qu'il y a eu du mind control dans certains cas? Est-ce que parmi ces mecs-là, il y avait des nouveaux Siran? C'est pas du tout inconcevable. D'ailleurs, en plus, c'est synchronicité parce qu'ils posaient direct, ils parlent de mind control. Ils te disent qu'il n'y a pas du mind control dans cette affaire, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'ils ont trouvé des lone wolfmen qui servent particulièrement leur cause, notamment de gens comme Dianne Feinstein et compagnie, Michael Bloomberg, qui sont les premières personnes hostiles au second amendement. De toute façon, retirer les armes de la population américaine aujourd'hui, c'est enlever le dernier verrou qui reste avant la tyrannie complète. Ouais, c'est ça. Après le vote du Patriot Act, après les amendements 2021 et 2022 du NDA, qu'est-ce qui reste aux Américains comme preuve de leur liberté? C'est leur possibilité de détenir des armes. On l'a vu dans l'affaire Bundy Ranch.
Si les fédéraux ont dû reculer, c'est parce que les gens en face étaient armés. Ouais, donc parce que ça c'est un bastion. Nous on a beaucoup de mal à le concevoir en Europe parce qu'on n'a pas. Ici, chez nous, seul l'État a le monopole de la violence légale et légitime. Aux États-Unis, la logique est différente. Ce qui sépare un citoyen d'un sujet, c'est son arme à feu. C'est-à-dire ce qui lui permet de faire face à la tyrannie de l'État fédéral. Parce que les États-Unis ne sont pas construits comme nous, c'est logique. En fait, quand on comparaison n'est pas raison, quoi. Voilà. Très clairement, ça relève. Enfin, je crois qu'il y a le souvenir de la guerre de sécession, il y a le modèle pionnier, mais il y a aussi chez toutes les principales figures américaines. La question de la détention de l'arme à feu est consubstantielle de la défense des libertés fondamentales. Il suffisait de lire ce que disait George Washington, je crois Thomas Jefferson, tous les grands Américains, les grandes figures de l'histoire américaine qu'on peut respecter étaient favorables à la détention d'armes. Ouais, donc la détention d'armes est bien attaquée. Parce que si on désarme les citoyens américains, qui sera armé? Les troopers, les flics, les sociétés militaires privées, puisqu'il y a déjà des sociétés militaires privées qui agissent sur le sol US. Ouais. Et puis les militaires qui ont le droit d'agir, ça c'est une nouveauté. Les militaires qui ont le droit d'agir, ça c'est la fin du ce qu'on appelait le possi comitatus. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui reste aux citoyens américains pour défendre les derniers pans de souveraineté, c'est-à-dire au sens premier du terme, et de liberté? C'est leur arme à feu, aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on veut leur enlever. C'est ce qu'on veut leur enlever. Hein. Donc nous, on comprend moins, mais bon, il y a une guerre. Parce que la logique n'est pas la même, en fait. La logique n'est pas la même. On me demande d'ailleurs, est-ce que tu comptes écrire un livre? J'ai écrit un recueil de nouvelles avec un ami de la maison d'édition de Retour aux Sources, mon ami Jeff Carnac. Et le recueil de nouvelles s'appelle Les Nouvelles Scandaleuses. Bon, il a plusieurs années. On s'est beaucoup amusé. Ça a été vraiment une franche partie de rigolade, mais en fait, quand je le lis, ce qui est terrible, c'est que des choses en fait que je trouvais totalement exagérées, où on se faisait plaisir. Hein, c'était allons toujours plus loin. Des fois, on se dit on exagère. Certaines choses sont déjà réalisées, certaines sont en cours de réalisation, et certaines autres la réalité a même déjà été plus loin. Et c'est ça ce qui me terrifie absolument, quoi. C'est que, par exemple, il y a une nouvelle où on parle de l'antispécisme. Je ne sais pas si tu connais un truc comme ça. C'est des gens qui notamment ne veulent pas de différence entre les droits humains et les droits des animaux. Ah d'accord. Ouais. Et il y a eu récemment, tu sais, on ne reconnaît plus les animaux comme des biens meubles, mais comme des êtres doués de sensibilité. Chose que je trouve tout à fait logique. Ouais. Souffrance animale, personne ne peut défendre ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? On parlait du lobby agroalimentaire en tout début d'émission. Aujourd'hui, un certain nombre de lobbies agroalimentaires sont en train de travailler sur la viande artificielle. Qu'est-ce qui nous dit qu'au nom de la défense des animaux, on ne dise pas un jour à certains éleveurs, vous ne pouvez plus tirer de la viande de vos animaux parce que vous les faites souffrir. C'est vraiment à s'attendre. Ça, c'est vraiment, comme tu dis, la lecture à avoir de quelque chose qui est toujours une défense. C'est quelque chose de noble, tu vois. Tu dis, oui, effectivement, pour moi, c'est une évidence que ce sont des êtres doués de sensibilité. L'animal machine, depuis Descartes, plus personne n'y croit. Alors, j'ai un regard particulier sur la corrida, je n'arrive pas à trancher. Une des rares choses sur lesquelles je ne sais pas si je suis pour ou contre. Alors c'est clair, si on lit René Girard, la perspective sacrificielle, depuis la crucifixion, elle a été renversée. Donc je ne peux pas me satisfaire du spectacle offert pendant une corrida. Mais en même temps, je me dis, on touche à une tradition qui est très importante pour de nombreuses personnes. Il est impossible d'enlever le courage d'un petit torero, enfin d'un toréador, pardon. Toréador, ouais. Et c'est vrai que cet argument est également valable. Un taureau qui va mourir dans l'arène a souvent une vie bien meilleure qu'un taureau qui sera un simple reproducteur.
Bon, mais hormis ça, donc là où j'avoue vraiment, à titre personnel, je n'arrive pas à trancher. Je sais pas si toi c'est le cas. Mais... Ouais, moi je suis pas trop pro corrida, mais j'avoue que le côté tradition. Il y a plusieurs choses qui s'affrontent. En fait, une défense des traditions, on est quand même dans un monde qui veut tout uniformiser, qui veut supprimer toute tradition, etc., toute forme d'enracinement. Et de l'autre côté, c'est vrai que, bon, comme je disais, la perspective sacrificielle, quand on est catholique, elle a été renversée depuis le Christ. Donc très sincèrement, je ne sais pas. J'avoue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de nombreux éleveurs pourraient se retrouver un jour dans la panade avec cette loi. D'ailleurs, c'est le député Gosselin, je crois, un député UMP qui s'appelle Gosselin, qui a souligné ça. Mais lui, il n'a pas été au bout. Parce que je me demande s'il n'y a pas aussi cette volonté de certains lobbies agroalimentaires de refourguer leur viande artificielle à terme. Et encore une fois, ingénierie bioalimentaire de haute technologie. Technologie. Et alors, justement, pour finir, parce que je vois que l'heure avance, une dernière question, justement. Comment peut-on faire pour contrer ce marché transatlantique? Comment on peut faire ça? Déjà, voter pour une des 3 formations dont on a parlé tout à l'heure, pour les européennes. Allez voir sur les mouvements Stop TAFTA. Mettez les gens au courant, parce que tout simplement les gens ne le savent pas. Ne le savent pas, il n'y a pas une sous-information dessus. Le documentaire dont je parlais tout à l'heure, auquel j'ai participé, faites-le circuler. On en a parlé en début d'émission, à la limite si vous voulez envoyer même la vidéo de Dailymotion, vous la faites suivre. Dès que vous trouvez de la documentation là-dessus sur internet, vous envoyez à vos amis, vous le mettez sur vos réseaux sociaux, voilà, enfin il faut informer quoi. Il faut informer tout simplement. Et l'AMI, comme je le disais, n'est pas entré en vigueur. Blair House n'est pas entré en vigueur. Des accords de négociation de l'OMC ne sont pas entrés en vigueur non plus, donc c'est possible de les faire reculer. Je suis pas d'un optimisme béat, on s'en fout. Aujourd'hui, je suis plutôt même extrêmement pessimiste. Mais là, je pense qu'il y a une possibilité quand même de les voir reculer. Entre les élections de mi-mandat en novembre prochain aux États-Unis, les européennes, plus une mobilisation qui commence à grandir un peu partout, il y a un espoir. En tout cas, c'est en train de se lever. Et nous aussi, on espère bien que ce traité, en tout cas ce projet, n'aboutira pas. Et se plantera. Se plantera lamentablement, ouais. En tout cas, merci Maurice d'être venu. C'était un grand plaisir. Nous aussi, super. Voilà, il y a aussi des messages d'encouragement. Merci à vous tous sur le chat. Merci aux internautes pour leur participation. Voilà, QSR, Attila, Wiggy, Julio, Roi des Coupes, Yabab, Zerenui, Bertrand Duguesclin, Mister Kedel, Martial. Super David, Urotso Kijoki, il y en a qui ont des blazes, Killuminati, c'est une référence à Tupac ça. Un petit peu, j'imagine, un peu Tupacien. Après il y a Eman, Anissette de Niveau Paume, j'ai vu qu'il y avait Cyrine, ça fait plaisir de la voir. Il y a qui encore, Sasanté Sainte-Quenelle, Zach Mémérian, Super David. Sasanté Sainte-Quenelle est toujours là. Sasanté Sainte-Quenelle. Tu le cites très régulièrement. Oui, Sasanté Sainte-Quenelle, il est souvent là. C'est un habitué. C'est un pilier. Voilà. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. On n'a pas eu en le temps tout cas, de parler de Conchita Saucisse. Ah oui, c'est quand même un grand moment de déclin. C'est quand même la preuve ça du crépuscule. En tout cas, ceux qui ne croyaient pas à la théorie du genre là, du crépuscule de l'Occident. Je sais pas ce qu'il leur faut quoi, parce que là ils ont inventé un nouveau genre. Ça va aussi dans la logique dont on parlait tout à l'heure de l'indifférenciation généralisée, la mise en place d'une société de l'indistinction. Ouais. C'est ce qu'ils recherchent, quoi. Vraiment un homme indistingué, plus de racines, plus de religion, plus de sexe, plus rien. Plus de classe, plus rien. Ouais. Un homme hors sol. Voilà, juste pour bon à consommer. Voilà. Consommateur, voilà. Bon consommateur, bien docile. Merci à tous. Voilà, vous êtes tellement nombreux, je peux même pas tous vous citer. Je vois Nicolas Dulotte, je peux pas échapper. Merci à tous les internautes. Shadow Walker, Kimazu, Fight, tout ça, à l'assaut, bien sûr. À très bientôt. Merci en tout cas à vous, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao. Bonne soirée.